À 76 ans, jamais je n'aurais cru passer un réveillon de Noël entièrement seule. Je m'appelle Claire Moreau. Je vis dans un petit village paisible près d'Avignon, entouré de souvenirs et de vieux portraits jaunis par le temps. J'ai élevé 5 enfants, ou plutôt, j'ai donné tout de moi à 5 êtres devenus adultes, mariés, éloignés par la vie. Les jours précédant Noël, j'ai pris mon téléphone, une fois pour chacun d'eux. Aucun n'a répondu. Pas même un message. Rien. Le 24 au soir, j'ai tout de même préparé un petit dîner, comme je l'avais toujours fait. Non pas parce que j'avais faim, mais parce que certaines habitudes collent à la peau, même quand le cœur n'y est plus. J'ai mis la table pour une personne. Une assiette, un verre, une serviette pliée. Le genre de détail qui faisait autrefois sourire les petits, maintenant réduit à un geste mécanique. J'ai fait rôtir un peu de volaille, chauffer du pain, verser un fond de vin dans un verre qui n'a servi qu'à trembler entre mes doigts. La maison était froide, malgré la cheminée. Ou peut-être était-ce moi qui frissonnais de solitude. Chaque bruit semblait amplifié. Le craquement du bois, le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent contre les fenêtres. Tout cela semblait rire doucement de mes espoirs éteints. Je me suis assise dans le vieux fauteuil près du feu. Une couverture de laine sur les genoux. Un silence écrasant dans le cœur. C'était autrefois la place du grand-père. Mais depuis son départ, c'est là que je passe mes soirées d'hiver. J'ai fermé les yeux un instant, pensant entendre, par un miracle du passé, les voix de mes enfants courant dans la maison, les rires, les chants, les disputes même, tout ce qui fait la vie. Mais tout cela n'était qu'écho lointain. Sur la petite commode, il y avait encore les décorations que j'avais sorties une semaine plus tôt. Pas par gaieté, mais par peur de ce que signifierait ne rien faire du tout. Une crèche, quelques boules rouges et dorées, une guirlande éteinte. Je me suis surprise à parler toute seule. Joyeux Noël, Claire. Il n'y avait personne pour répondre. Les heures ont passé lentement. Chaque minute ressemblait à la précédente. Je me suis demandé s'ils avaient au moins pensé à moi. Peut-être qu'ils étaient occupés. Peut-être qu'ils se diraient demain « Ah, j'ai oublié d'appeler maman ». Peut-être, ou peut-être pas. J'ai voulu croire que ce silence n'était pas un abandon, mais une simple distraction. Mais on ne distrait pas l'amour. Pas à ce point. Il y avait des photos sur les murs, sur les étagères, partout. Leurs visages souriants, figés dans un passé chaleureux. Je les ai regardés un à un, comme pour chercher une explication dans ces yeux d'enfant devenus grands. Avais-je trop donné? Ou pas assez? Où était l'erreur? Comment une mère qui a tout donné peut-elle finir oubliée un soir de Noël? À cet instant, dans le silence de la pièce, quelque chose s'est réveillé en moi. Une image, un souvenir, flou, mais puissant. Un regard brun, une peau douce, une présence qui n'avait jamais vraiment quitté ma mémoire. Ce n'était ni Paul, ni Hélène, ni Marc, ni les autres. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont je ne parlais jamais, même à moi-même. Alors que la nuit avançait, ce souvenir s'imposait avec une force nouvelle. C'était une petite fille, une enfant que j'avais tenue dans mes bras, autrefois, pour si peu de temps, trop peu. Une fille qui n'était pas restée, une fille qui avait été là, puis emportée. Ce Noël que je croyais le plus vide de tous venait de faire remonter du fond de ma mémoire un fragment de ma vie que je croyais oublié. Mais ce n'était que le début. Le vrai miracle n'était pas dans le passé. Il allait sonner à ma porte plus tôt que je ne l'aurais cru. Il était 20h lorsque l'horloge de la cuisine a résonné, ponctuant l'air d'un son grave et lent, comme un rappel cruel de l'heure qui avançait sans personne pour la partager. Le bois dans la cheminée s'essoufflait, laissant dans la pièce une chaleur qui peinait à combattre le froid ambiant. Je n'avais touché à mon assiette que du bout de la fourchette. 2 bouchées, peut-être 3, sans goût. Le vin s'était tiédi, abandonné sur le coin de la table. Même les décorations semblaient perdre leur éclat, comme si elles comprenaient que cette fête n'en était plus une. Je me suis levée, marchant lentement jusqu'à la fenêtre du salon. Le village, si calme à cette heure, semblait figé. Quelques maisons affichaient encore des guirlandes lumineuses, clignotantes, mais aucune silhouette dehors. Pas de rire dans les rues, pas de chants,
Pas même le bruit d'un moteur de voiture. Un calme presque irréel. Derrière les vitres embuées, je me sentais coupée du monde, comme une spectatrice invisible d'une vie qui continuait sans moi. Je suis retournée vers le fauteuil, mon fidèle refuge. En m'y asseyant, une douleur sourde m'a traversé le dos. C'était sans doute l'humidité ou simplement l'âge, mais ce soir-là, chaque geste semblait plus lourd. J'ai tiré un peu plus fort sur la couverture, tentant de me cacher du froid comme du vide qui me rongeait de l'intérieur. Mon regard s'est perdu dans les flammes mourantes. À côté du foyer, une petite boîte en métal contenait encore les lettres anciennes que je m'étais juré de ne plus relire. Mais cette nuit, j'ai senti quelque chose remuer. Un besoin étrange de confronter ce qui, jusqu'à présent, avait été enfoui. Mais ce n'était pas encore le moment. Ce qui me hantait à cette heure-là n'était pas une lettre, mais une question. Celle que toute mère seule finit par se poser en silence. Où ai-je échoué? J'ai élevé mes enfants avec tout ce que j'avais. Mon énergie, mes années, mes espoirs. Je les ai aidés à faire leurs devoirs, consoler leurs peines, soigner leurs maladies. J'ai assisté à leurs premiers pas, leurs premiers chagrins d'amour, leurs réussites et leurs erreurs. J'étais toujours là, comme un phare. Et maintenant que j'étais vieille, il ne restait que le vide. Je me suis souvent demandé si c'était dans leur nature d'oublier, ou si c'était moi qui avais manqué de quelque chose. Peut-être les avais-je trop protégés. Peut-être leur avais-je donné tant qu'ils n'avaient plus ressenti le besoin de donner en retour. Mais cette nuit, l'absence pesait plus que jamais. Elle criait, elle remplissait la maison de sons imaginaires. Les rires absents, les pas qui ne venaient à pas, les appels qui ne sonnaient jamais. Je n'étais pas en colère. Non, c'était une tristesse plus profonde, plus douce, presque résignée. Une blessure qui ne saigne plus, mais qui continue à faire mal quand on y pense trop longtemps. Ce n'était pas la première fois que je passais un moment seul, bien sûr. Mais Noël a toujours eu quelque chose de particulier. C'est la fête de la famille, de la chaleur humaine, des retrouvailles. Et c'est aussi celle qui rend l'absence plus tranchante, plus cruelle. Je regardais la pendule murale. Chaque tic-tac me paraissait plus lent, plus prononcé. J'ai fermé les yeux, cherchant un souvenir qui pourrait me réconforter. Et c'est là que, sans prévenir, une image est venue. Une image vieille, de plusieurs décennies. Une silhouette toute petite, dans mes bras, emmitouflée dans une couverture. Ce n'était pas un de mes 5 enfants. Non, c'était elle, cet enfant que j'ai gardé quelques mois. Elle avait 8 mois quand elle était partie. Une petite fille aux grands yeux bruns, silencieuse et fragile. Elle n'avait pas pleuré quand on l'a emmenée. Moi, en revanche, je me suis effondrée. Pas devant eux, bien sûr, mais plus tard, seule, comme ce soir. Je n'ai jamais parlé d'elle à personne. Pas même à mon mari, pas même aux enfants. Cette histoire faisait partie de ces chapitres qu'on referme parce qu'ils font trop mal à lire. À l'époque, j'avais fait les démarches pour l'adopter. Je m'étais dit que, malgré nos moyens modestes, j'avais assez d'amour pour offrir un foyer à cette petite. Mais les services sociaux étaient revenus quelques mois plus tard. La famille biologique s'était manifestée, paraît-il. Tout avait été annulé, sans autre explication. Ils sont partis avec elle, et je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Pas même un prénom. Ils ne m'avaient rien laissé. Mais ce soir, alors que la solitude me collait à la peau, elle est revenue me hanter. Pas comme un fantôme, non, mais comme une présence muette, lourde de sens. Je revoyais son regard, son petit nez, ses doigts qui s'agrippaient à mes vêtements. Ce souvenir avait dormi en moi pendant plus de 50 ans. Pourquoi surgissait-il maintenant? Était-ce le vide de la maison, l'absence des autres, qui créait cette brèche dans ma mémoire? Peut-être. Peut-être que, quand il ne reste plus rien d'autre, notre esprit revient à ce qui a été trop brutalement arraché. Je n'avais aucune raison logique de penser à elle, aucune piste, aucun espoir. Et pourtant, son image m'habitait avec une intensité presque douloureuse, comme si elle se tenait quelque part, non loin, et pensait à moi aussi, comme si ce lien, pourtant si bref, n'avait jamais vraiment été rompu. J'ai regardé la flamme vaciller une dernière fois avant de m'éteindre. Puis,
Dans la pénombre, j'ai murmuré « Où que tu sois, j'espère que tu es heureuse ». J'ignorais que ces mots, lancés dans le vide, allaient à bientôt trouver un écho bien réel. Je n'ai jamais parlé d'elle à personne, ni à mes proches, ni à mes enfants, ni même à mon mari quand il était encore de ce monde. C'était un de ces chapitres que l'on enterre si profondément que l'on finit par croire qu'il n'a jamais existé. Pourtant, cette nuit de Noël, dans cette maison silencieuse et glaciale, elle s'est imposée dans mon esprit avec une clarté troublante, comme si les années n'avaient pas passé, comme si ce bref épisode de ma vie refusait enfin de rester dans l'ombre. Elle était revenue dans ma mémoire, non pas comme un songe vague, mais comme une vérité que je n'avais jamais réussi à effacer. Elle avait 8 mois, elle ne marchait pas encore, mais elle se redressait déjà dans son berceau pour tendre les bras quand j'approchais. Je me souviens de ses yeux, d'un brun profond, fixe et calme, comme si elle observait le monde avec une maturité silencieuse. Elle ne pleurait presque jamais. Elle regardait, elle écoutait, et elle souriait avec une douceur qui désarmait. Ce n'était pas prévu. Son arrivée dans notre vie n'était pas quelque chose que nous avions planifié. À l'époque, j'avais déjà 3 enfants et bien peu de moyens. Mais quand on me l'a confiée, temporairement, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation immédiate de devoir, de lien, presque d'instinct. Comme si, malgré les circonstances, elle m'était destinée. Les services sociaux avaient pas besoin d'un foyer pour elle. Le temps de clarifier sa situation familiale. Sa mère biologique était jeune, instable, incapable de s'occuper d'un enfant. Le père, inconnu. Personne ne savait s'il existait encore. J'ai accepté sans trop réfléchir, portée par une impulsion plus forte que la raison. Mon mari avait été surpris, mais il m'avait suivie. Il savait que, parfois, je prenais des décisions avec le cœur et que je ne pouvais pas faire autrement. La maison s'est alors remplie de nouveau des gestes qu'on fait pour un bébé. Les biberons la nuit, les langes à changer, les petits vêtements à laver à la main, les berceuses improvisées au bord du sommeil. Les enfants, encore jeunes à l'époque, l'avaient adoptée immédiatement. Pour eux, elle était une sœur, un jeu, une nouvelle présence à aimer. Ils la faisaient rire, jouaient à cache-cache autour de son couffin, lui apportaient des doudous comme des trésors. Pendant ces mois, la maison respirait une chaleur simple, un équilibre retrouvé. Je croyais, naïvement peut-être, que cela durerait. Alors j'ai commencé à m'attacher, inévitablement. Ce lien qui se tisse sans bruit, au fil des jours, des habitudes, des regards partagés, des nuits à veiller un bébé fiévreux. Je n'avais pas prévu de l'aimer autant. Mais l'amour ne se planifie pas, il s'impose. Et dans ce regard brun, dans ses petites mains accrochées à mon doigt, j'ai vu une fille, ma fille, celle que je n'avais pas portée, mais que j'étais prête à élever comme si elle l'avait été. J'ai entamé les démarches, c'était compliqué. Il fallait prouver la stabilité de notre foyer, faire évaluer notre capacité à accueillir un enfant supplémentaire, soumettre notre histoire à des inconnus en blouse grise qui décidaient de ce qui était bon ou non. Nous avons rempli les formulaires, passé les entretiens. J'y croyais. Je me disais que l'amour et la stabilité suffiraient à convaincre. Mais un matin, ils sont venus. Ils n'ont même pas sonné. Ils ont frappé. 3 coups secs à la porte. Je me souviens encore du frisson dans mon dos en allant ouvrir. Ils étaient 2, sérieux, droits, avec des visages fermés. Ils ont dit que la situation avait changé, que la famille biologique avait réapparu. Une tante, peut-être une grand-mère. Quelqu'un qui avait des droits, du sang commun. On ne m'a donné aucune marge de manœuvre. Elle devait partir dans la journée. J'ai protesté, j'ai supplié, j'ai demandé au moins un délai. Rien n'y a fait. Ils étaient venus pour la reprendre. Je n'ai pas eu le droit à une explication, pas même un mot gentil. Juste un protocole, une procédure. Ils ont emballé ses affaires dans un sac que j'avais moi-même cousu. Ils ont refermé la couverture autour d'elle. Elle ne comprenait rien, bien sûr, mais elle me regardait, droit dans les yeux. Ce regard, je ne l'ai jamais oublié. Il n'y avait pas de peur, juste une attente, comme si elle savait que je n'avais pas le choix. Ils sont partis.
La voiture a disparu au coin de la rue. Et moi, je suis restée là, sur le perron, avec le vide entre les bras. Les enfants ne comprenaient pas. Mon mari essayait de rester fort, mais il était aussi perdu que moi. Nous avons continué notre vie. Il fallait bien. Les jours, puis les mois, puis les années ont passé. Mais en moi, un vide était resté. Un vide que je n'ai jamais osé combler, ni même nommer. Ce n'est pas que j'ai oublié, c'est que je me suis forcée à ne plus y penser. C'était trop douloureux, trop injuste et surtout trop flou. Je n'avais même pas son nom. À l'époque, je l'appelais Petite, mon ange, ma douce, mais jamais par son vrai prénom. Je n'ai jamais su ce qu'il lui avait m'a donné comme identité. Elle est partie comme elle était venue, dans le silence. Et pourtant, cette nuit de Noël, son souvenir s'est imposé comme une évidence. Je ne l'avais pas rêvé. Elle avait existé. Elle avait vécu ici, aimé, ici. Peut-être même qu'elle se souvenait de quelque chose. D'un parfum, d'une voix, d'une chaleur. Ce genre de mémoire que les bébés ne peuvent pas expliquer, mais qui les accompagne toute une vie. Je n'attendais pas de miracle. Je ne suis pas une femme qui croit au hasard merveilleux. Mais ce que j'ai ressenti cette nuit-là était bien réel. Ce n'était pas une lubie, ni une nostalgie. C'était une présence. Une ombre du passé, certes, mais plus vivante que jamais. Un chapitre que je n'avais jamais fermé, qui venait frapper doucement à la porte de ma conscience. Et sans le savoir encore, j'allais découvrir que certains liens, même brisés tôt, ne se défont jamais tout à fait. Parce que parfois, ce que l'on croit perdu à jamais continue de marcher vers nous, lentement, mais sûrement. Minuit approchait. La maison était plongée dans un silence profond, seulement troublé par les craquements du bois qui se consumait lentement dans l'âtre. Le sapin, installé dans un coin du salon, perdait déjà ses aiguilles. Les guirlandes restaient éteintes. Je ne voyais plus de raison de les allumer. Assise dans mon fauteuil, emmitouflée dans la même couverture qui m'accompagnait depuis le début de la soirée, je fixais l'horloge murale, hypnotisée par l'aiguille des minutes qui avançaient sans pitié. Chaque mouvement me rapprochait d'une nouvelle journée vide, du 25 décembre, jour censé être rempli de joie, de cris d'enfants, de baisers échangés entre générations. Pour moi, cette année, il serait comme les autres jours, mais plus dur encore à supporter. Je me suis levée lentement, mes jambes raides par le froid et l'inertie. J'ai traversé le salon, éteint les quelques lumières encore allumées, puis je suis montée à l'étage, éteindre la lampe de chevet de ma chambre. Mon intention était claire, aller dormir et laisser derrière moi cette soirée interminable, ce réveillon silencieux que je ne voulais plus revivre. J'avais déjà posé la main sur la rampe de l'escalier lorsqu'un bruit inattendu a brisé le silence. Un son bref, métallique, précis. La sonnette de la porte d'entrée venait de retentir. Je suis restée figée, un pied sur la première marche. Mon cœur a immédiatement accéléré. Il était minuit passé. Qui pouvait bien frapper à ma porte à une heure pareille, un soir de Noël? Le voisinage, à cette heure, dormait déjà. Et personne ne venait jamais sans prévenir, encore moins la nuit. Mon esprit a cherché des explications logiques. Une erreur d'adresse, une urgence, peut-être même une plaisanterie maladroite. Mais malgré ces hypothèses, une étrange tension m'envahissait. Un mélange de crainte, de curiosité et d'une émotion difficile à définir. J'ai redescendu les marches lentement, le souffle court. Arrivé devant la porte, j'ai hésité. Le battement dans ma poitrine était si fort que je le sentais dans ma gorge. Je me suis approchée, prudemment, et j'ai regardé par le judas. Il faisait nuit noire, mais la lumière du porche m'a permis de distinguer une silhouette. Une femme, seule, immobile. Elle ne portait ni manteau festif, ni sourire. Elle semblait simplement attendre. Ses cheveux étaient foncés, attachés en arrière. Elle tenait quelque chose contre elle, un petit sac. Mais ce n'est pas cela qui m'a troublée. Ce sont ses yeux. Même à travers la distorsion du judas, j'ai vu leur couleur. Un brun profond, familier, presque douloureux à regarder. J'ai reculé d'un pas, prise d'un vertige. Une sensation de déjà-vu, violente, immédiate. Je ne comprenais pas, mais
Quelque chose en moi savait. J'ai tourné la clé, lentement. La serrure a cliqué, la porte s'est entr'ouverte et je l'ai vue, en chair et en os. Une femme d'environ 50 ans, droite, silencieuse, les yeux fixés sur moi comme si elle me connaissait depuis toujours. Elle n'a pas souri tout de suite. Elle a attendu que je la regarde vraiment, dans le détail. Son visage était marqué, pas seulement par le temps, mais par les épreuves. Un visage qui avait traversé la vie sans détourner les yeux. Et puis, elle a parlé, d'une voix douce, presque hésitante, mais ferme. Elle a dit mon nom. Claire Moreau? Pas une question, une affirmation. Comme si elle le savait, avec certitude. Mon souffle s'est coupé net. Je n'ai pas répondu, incapable de formuler un mot. Elle a continué, après une brève pause. Je m'appelle Élise. Vous m'avez accueillie quand j'étais bébé. Je n'ai pas eu besoin d'autre explication. Le prénom, sa voix, son regard. Tout s'est aligné dans mon esprit comme un puzzle qu'on assemble d'un seul geste. Élise, elle avait un nom, celui que je n'avais jamais su, celui que j'avais tant imaginé. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. Je l'ai regardée sans oser avancer. Une part de moi doutait encore. Était-ce possible? Était-ce bien elle? Mais la vérité était là, devant moi, irréfutable. Je l'ai invitée à entrer. D'un geste mécanique, sans réfléchir. Le froid entrait avec elle, mais je ne sentais plus rien. Mon cœur battait si fort que tout le reste devenait secondaire. Elle a franchi le seuil, doucement, presque timidement, comme si elle craignait de déranger. J'ai refermé la porte, lentement. Nous étions à l'intérieur, dans ce même salon où je venais de passer des heures à penser à elle. Le sapin éteint, la table vide, le feu mourant. Tout semblait à la fois insignifiant et chargé de sens. Elle s'est assise sur le fauteuil d'en face. J'ai repris ma place, incapable de détacher mes yeux d'elle. Elle m'observait aussi, mais sans insistance, comme si elle me découvrait et me reconnaissait en même temps. Le silence entre nous n'était pas pesant. Il était plein, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit, de toutes les années perdues. Elle a pris la parole la première. Sa voix tremblait légèrement. Elle a dit qu'elle avait longtemps cherché, qu'elle n'avait jamais eu de réponse claire sur son histoire, mais qu'un jour elle était tombée sur une lettre, une simple lettre, parmi les affaires de sa mère biologique, avec mon nom, mon adresse, l'ancienne bien sûr. Mais elle avait cherché, recoupé les informations. Et elle avait fini par trouver cette maison, ce village. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle allait trouver quelqu'un, qu'elle n'était même pas sûre que ce soit la bonne Claire Moreau, mais qu'elle avait décidé de venir, ce soir, parce que quelque chose l'y poussait. Pas une intuition, pas une croyance, juste un besoin, une urgence intérieure. Elle voulait savoir, elle voulait voir. Je l'écoutais sans l'interrompre. Chaque mot me frappait comme une vague. Tout ce que j'avais tenté d'oublier refaisait surface, mais sans douleur. Plutôt avec une forme de paix étrange, comme si cette rencontre tardive venait réparer une blessure que je n'avais jamais osé montrer. Je ne posais pas de questions. Pas encore. J'avais trop peur que tout cela s'évapore si je brisais l'instant. Elle était là, devant moi, ma petite fille, devenue femme, venue frapper à ma porte un soir de Noël, alors que je croyais que tout était terminé. Et dans le silence qui suivit, j'ai compris que cette nuit n'était pas une fin, mais peut-être, juste peut-être, un commencement. Lorsqu'elle a prononcé mon nom, il m'a semblé que le temps s'était suspendu. Il ne s'agissait pas d'un simple mot sorti au hasard ou d'une tentative polie de vérification d'identité. C'était une affirmation posée, avec une douceur étrange, presque comme une reconnaissance intime. J'ai entendu dans sa voix quelque chose d'ancien et de profond, une mémoire que ni le temps ni l'absence n'avaient réussi à effacer. « Claire Moreau !» avait-elle dit, en me regardant droit dans les yeux, comme si mon visage avait toujours été gravé quelque part en elle. Je l'ai invitée à entrer sans réfléchir davantage. Mon corps avait réagi avant même que mon esprit ne comprenne pleinement ce qui se passait. Mes mains tremblaient, tandis que je refermais la porte derrière elle. Il faisait froid dehors, mais c'était autre chose qui me faisait frissonner. Une émotion brute, à vif, que je n'arrivais pas encore à nommer. Élise.
Elle s'était présentée avec une simplicité bouleversante. Pas de grands discours, pas de mise en scène. Juste ce prénom qui, désormais, résonnait en moi comme un appel venu d'un autre temps. Elle s'est assise là où j'étais quelques minutes auparavant. Le fauteuil en face de la cheminée, celui dans lequel je m'étais repliée pendant toute la soirée, persuadée que ce Noël ne serait qu'un autre souvenir triste, arrangé dans une boîte déjà pleine. Je suis restée debout un instant, incapable de m'asseoir, encore habitée par l'étrangeté de la situation. Elle m'a regardée avec une forme de calme, comme si elle savait que j'avais besoin de temps pour comprendre, pour admettre, pour absorber. Puis, elle a repris la parole, doucement. Elle a expliqué qu'elle avait toujours su, depuis l'enfance, qu'il y avait quelque chose dans son histoire qui ne tenait pas tout à fait debout. Ce n'était pas une révélation soudaine, ni un drame familial. Plutôt une sensation persistante, un manque de clarté dans les réponses qu'on lui donnait. Elle avait grandi avec des parents qui lui avaient offert un toit, une certaine sécurité, mais jamais un récit cohérent sur ses origines. Ce n'était pas une adoption officielle, m'a-t-elle dit, mais un arrangement. Elle avait été confiée, déplacée, prise en charge, et tout cela sans jamais lui permettre de savoir vraiment d'où elle venait. C'est seulement quelques mois plus tôt qu'elle était tombée sur un indice. Elle aidait sa mère, très malade, à trier de vieux papiers quand elle avait trouvé une enveloppe jaunie, sans adresse, simplement marquée de mon nom et d'un ancien numéro de téléphone. À l'intérieur, quelques lignes manuscrites, un remerciement, presque codé, adressé à une certaine Claire Moreau, pour avoir pris soin d'elle durant ses premiers mois. Aucun détail précis, pas de date, mais c'était suffisant pour éveiller une certitude. Elle avait cherché. Elle avait remonté le fil avec obstination, retrouvant des traces de mon nom dans des archives, dans des annuaires anciens. Elle avait croisé les informations, utilisé ce qu'elle pouvait pour localiser la maison où je vivais désormais. Et elle était venue, sans prévenir, le soir de Noël, parce que c'était la seule date où elle sentait que cela ferait sens. Elle n'attendait pas d'être reconnue. Elle ne savait pas si je serais là, ni même vivante. Mais elle avait besoin d'essayer. Pendant qu'elle parlait, je m'étais enfin assise, presque mécaniquement, comme si mes jambes ne pouvaient plus me porter. Mon regard n'arrivait pas à quitter le sien. Elle avait les yeux que j'avais vus une dernière fois à travers une vitre, il y a si longtemps. Et ses yeux me regardaient maintenant, avec une intensité tranquille, comme s'ils portaient 1000 choses qu'elle n'osait pas encore dire. Mon cœur battait vite, mais ma voix était encore absente. Je ne voulais pas la couper. Je voulais tout entendre, chaque mot, chaque souffle. Elle m'a alors demandé presque timidement « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» La question était simple, mais elle contenait tant d'attentes que j'ai senti mes yeux se remplir. Je ne pouvais pas mentir, ni répondre de manière vague. Je me suis inclinée légèrement vers elle, et j'ai dit ce que je n'avais jamais dit à personne. « Tu n'as jamais quitté ma mémoire. Pas un seul jour, c'était vrai. » Même si j'avais enterré cette histoire, même si j'avais voulu me convaincre qu'il valait mieux ne pas y penser, son souvenir avait vécu en moi, comme une note suspendue, comme un chapitre inachevé. Un silence s'est installé entre nous, mais il n'avait rien de pesant. C'était un silence dense, rempli de reconnaissance. Elle m'a souri, cette fois pour de bon. Pas un sourire large ou triomphant, mais un sourire fragile, plein d'émotions retenues. Et ce sourire a effacé 50 ans de distance. D'un seul coup, tout ce temps s'est réduit. Elle n'était plus une inconnue devant moi. Elle était ma petite Élise, que j'avais bercée, nourrie, enveloppée d'affection, même si la vie ne m'avait pas laissé la garder. Je lui ai proposé quelque chose à boire. Elle a accepté un thé, et nous sommes restés dans le salon, l'une en face de l'autre, comme deux personnes qui savent qu'elles ont beaucoup à rattraper, mais qu'il n'est pas nécessaire de tout dire tout de suite. Elle m'a posé quelques questions, sur ma vie, sur mes enfants. J'ai répondu, honnêtement, sans entrer dans les détails. Et moi aussi, j'en avais 1000 à lui poser. Mais je n'ai pas voulu presser le temps. Cette première nuit, je voulais seulement l'écouter, la regarder, comprendre ce qui l'avait menée jusqu'ici. En la voyant là, dans ma maison,
je ressentais une forme de soulagement que je n'aurais jamais cru possible. Tous les Noëls passés à regretter, à me demander ce qu'elle était devenue, semblaient soudainement éclairés par sa présence. Il y avait encore tant de choses à dire, tant de douleurs à nommer, tant de fils à renouer. Mais pour l'instant, elle était là, et cela suffisait. Ce Noël que j'avais redouté comme le plus triste de ma vie devenait, contre toute attente, celui où une vérité longtemps enfouie avait enfin trouvé son chemin vers la lumière. Elle était là, assise dans mon salon, tenant entre ses mains une tasse de thé fumante, comme si sa présence à cette heure, en ce lieu, allait de soi. Et pourtant, rien n'avait été écrit, prévu, ni même espéré. Moi, je m'étais résignée à passer ce Noël seule, oubliée par mes enfants, repliée sur les souvenirs. Quant à elle, elle n'imaginait pas ce qu'elle allait trouver en frappant à ma porte. Rien ne nous avait préparés à cette rencontre. Et c'est peut-être cela qui la rendait si irréelle dans sa simplicité. Deux femmes que la vie avait séparées trop tôt, assises face à face, comme si les décennies n'avaient pas tout emporté. Élise m'a parlé avec calme, pas avec l'aisance de quelqu'un qui revient chez soi, mais avec la prudence respectueuse d'une adulte qui tente de comprendre ce qu'elle touche du doigt. Elle m'a raconté son parcours sans fioriture, sans plainte excessive, comme si elle avait appris à dire les choses telles qu'elles étaient, simplement. Elle m'a expliqué qu'elle avait grandi sans certitude. Dès l'adolescence, elle avait su qu'elle n'était pas l'enfant biologique de celle qu'elle appelait sa mère. Ce n'était pas un secret, mais plutôt une zone floue dans son existence. Une vérité qu'on lui avait livrée par morceaux, jamais totalement, jamais clairement. Elle a vécu dans une famille qui, malgré ses efforts, ne lui a jamais offert de réponse complète. Sa mère d'adoption, malade, instable, avait souvent évité les questions. Ce n'était pas qu'elle mentait, mais elle esquivait, comme si certaines vérités étaient trop lourdes à porter ou trop douloureuses à partager. Élise avait donc grandi avec cette sensation d'être là sans vraiment savoir pourquoi, ni d'où elle venait. Elle ne manquait pas de nourriture, ni d'un toit. Mais il lui manquait l'essentiel. Un ancrage, un lien authentique avec ses origines, avec une figure capable de lui dire, sans détour, qu'elle avait été désirée, même un instant. Elle m'a regardée avec une expression difficile à définir, mélange de pudeur et d'espoir. Ce qu'elle cherchait ici n'était pas un conte de fées. Elle n'attendait pas que je la serre dans mes bras en larmes, ni que je lui raconte une belle histoire de retrouvailles. Elle voulait des faits. Elle voulait savoir si j'avais vraiment été celle qu'on lui avait décrite brièvement dans cette lettre ancienne. Savoir si, dans ce passé trouble, il y avait un moment où elle avait été aimée sans condition. Je lui ai dit la vérité, que oui, je l'avais accueillie bébé, dans des circonstances précaires, mais avec tout l'amour que je pouvais donner, que je ne l'avais jamais considérée comme temporaire, que j'avais voulu l'adopter officiellement, mais que les démarches avaient été brutalement interrompues par des décisions administratives contre lesquelles je n'avais rien pu faire. Je lui ai dit que son départ avait été une blessure profonde, mais que j'avais préféré taire cette douleur, même à ma propre famille, de peur qu'elle ne soit jamais comprise. Elle écoutait, les yeux légèrement baissés, comme pour absorber chaque mot. De temps en temps, elle hochait doucement la tête, non pas pour approuver, mais pour montrer qu'elle recevait tout, qu'elle intégrait enfin des fragments d'elle-même qu'elle n'avait jamais pu nommer. À un moment, elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé « Vous pensiez encore à moi ?» J'ai eu envie de lui dire que penser n'était pas le bon mot. Ce n'était pas une pensée occasionnelle, ce n'était pas un souvenir flou, c'était une présence constante, enfouie, mais jamais effacée. Je lui ai répondu simplement « Chaque année, à Noël, je me suis demandé où tu étais. » Elle a souri légèrement, et ce sourire a révélé une émotion contenue, une gratitude muette. Elle m'a avoué qu'elle ne s'attendait pas à grand-chose en venant. Que ce voyage, cette décision de frapper à ma porte, elle l'avait prise presque à contre-cœur, poussée par un besoin qu'elle ne comprenait pas complètement. Elle m'a dit qu'elle s'était préparée à ne pas être reconnue, à être rejetée ou à trouver une maison vide, sans trace de ce passé. Mais ce qu'elle avait trouvé, au lieu de cela,
C'était une femme seule, qui pensait à elle au moment même où elle décidait de revenir. Cette coïncidence ne relevait pas pour nous d'un mystère ou d'un hasard heureux. Elle était simplement ce qu'elle était. 2 chemins de vie qui s'étaient frôlés à nouveau, au moment exact où le silence devenait insupportable des 2 côtés. Elle ne venait pas chercher une mère. Elle cherchait une réponse. Et moi, je n'attendais plus rien. Mais j'avais encore tant à donner. L'échange entre nous n'était pas celui d'un passé glorieux ou d'un avenir miraculeux. C'était celui, brut et sincère, de 2 vies cabossées qui se reconnaissaient dans leurs failles. Elle m'a dit que sa décision de venir ce soir-là n'avait pas été simple. Elle avait longuement hésité, tourné dans tous les sens les scénarios possibles. Mais à la fin, elle s'était dit que si elle n'essayait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Elle m'a confié qu'elle avait erré dans sa propre histoire, cherchant des repères qui ne venaient jamais, et qu'à force de tourner en rond, elle avait compris que la seule chose à faire était d'aller au-devant de la vérité, même si elle était douloureuse, même si elle ne trouvait rien. Nous avons continué à parler ainsi pendant plus d'1 heure. Je lui ai servi un peu de soupe, celle que j'avais préparée pour moi seule. Elle a accepté sans formalisme, comme si elle avait faim, mais pas seulement de nourriture. Elle mangeait lentement, en observant la pièce autour d'elle. Les photos sur les murs, les objets anciens, les meubles pleins de vécu. Elle m'a dit que tout ici lui semblait familier, mais sans qu'elle sache pourquoi. Je lui ai répondu que certaines choses s'impriment sans qu'on les comprenne. Elle a acquiescé, comme si cela faisait sens. Avant d'aller dormir, je lui ai préparé le lit d'amis, une chambre à l'étage que je n'utilisais plus depuis longtemps. Elle a monté l'escalier, avec un calme étrange, comme si elle connaissait déjà l'endroit. Je l'ai suivie, puis je me suis arrêtée sur le seuil de sa chambre. Elle s'est retournée, m'a regardée et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert la porte ». Ce n'était pas un simple remerciement pour l'accueil. C'était bien plus. C'était le premier fil jeté entre 2 rives, longtemps séparées. Ce Noël que nous avions cru perdu venait, sans bruit, de nous offrir une seconde chance. Une chance que ni elle, ni moi, n'avions jamais osé demander. Le matin suivant avait un goût étrange, presque irréel. Je m'étais réveillée avant l'aube, comme toujours. Mais cette fois, je n'étais pas seule dans la maison. En descendant l'escalier à pas lents, je ressentais encore le poids de tout ce qui avait été dit la veille. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai posé la bouilloire sur le feu. Le silence n'était plus le même que celui des jours précédents. Il avait changé de texture. Il n'était plus vide. Il y avait une présence dans la maison, une respiration autre que la mienne. Ce n'était pas seulement une invitée qui dormait dans la chambre du fond, c'était une partie de moi que je croyais perdue, à jamais. Elle est descendue 1 heure plus tard, encore un peu froissée par le sommeil, mais les yeux curieusement vifs. Je l'ai regardée entrer dans la cuisine et j'ai ressenti quelque chose de difficile à décrire. Un mélange d'émotion et de crainte. Elle s'est approchée sans hésitation, comme si elle faisait partie des lieux. Je lui ai tendu une tasse de café sans dire un mot. Elle a souri, a remercié doucement, et nous avons bu dans un silence complice. Le reste de la matinée s'est déroulé dans une atmosphère presque irréprochable. Nous avons rangé ensemble la vaisselle, nettoyé la table, comme 2 personnes qui partagent un quotidien qu'elles n'ont jamais eu. Je me suis surprise à lui montrer des objets que je ne montrais jamais. Une boîte de couture appartenant à ma mère, un vieux cadre abîmé, des recettes écrites à la main par mon mari. À chaque découverte, elle posait des questions, jamais intrusives, toujours empreintes de respect. Et moi, je répondais, avec cette lenteur qu'imposent dans les émotions retenues trop longtemps. En début d'après-midi, nous avons décidé de marcher un peu. Le ciel était gris, l'air humide. Nous avons pris le sentier derrière la maison, celui que j'avais tant de fois emprunté seul, mais qui, ce jour-là, semblait différent. Marcher côte à côte, sans avoir besoin de combler le silence par des mots inutiles, m'a procuré un étrange apaisement. De temps en temps, elle pointait du doigt une vieille bâtisse ou un arbre tordu, et je racontais une anecdote du village. Elle écoutait tout, même les choses les plus banales, avec une attention qui m'étonnait. De retour à la maison, nous avons continué à parler. Cette fois, elle m'a raconté plus de son histoire, de ses années perdues,
à chercher des repères, de ses tentatives pour construire une vie cohérente, malgré les vides. Elle m'a confié qu'elle avait toujours ressenti un manque, une sensation d'incomplétude, qu'aucune relation, aucun travail, aucun lieu n'avait pu combler. Ce manque, elle ne savait pas comment le nommer, jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette lettre. Ce fragment de papier vieux de plusieurs décennies avait été pour elle une détonation. Ce n'était pas seulement un indice, c'était une ouverture, une promesse. Elle m'a dit qu'en lisant mon nom, elle avait ressenti une émotion qu'elle ne connaissait pas. Quelque chose d'intime, d'instinctif, comme si son corps savait ce que son esprit ne comprenait pas encore. C'est cela qui l'avait poussée à venir. Pas la curiosité, pas le besoin d'un miracle, mais le besoin viscéral de comprendre si elle avait été aimée un jour, vraiment, profondément. Et moi, face à elle, je ne pouvais que lui confirmer que oui, que même si je n'avais pas pu la garder, je ne l'avais jamais oubliée, que les quelques mois passés ensemble avaient suffi à ancrer en moi un amour indélébile, malgré le silence, malgré les années. Elle m'a parlé de ses tentatives pour créer des liens ailleurs, de ses amitiés souvent superficielles, de ses relations de couple qui finissaient toujours par échouer, comme si quelque chose la retenait de s'abandonner complètement. Elle pensait que ce quelque chose, c'était ce vide, ce manque de racines, cette absence de vérité sur ses débuts. En m'écoutant, en me regardant vivre, elle disait reconnaître certains gestes, certaines attitudes. Elle avait l'impression de découvrir chez moi des morceaux d'elle-même, comme si une partie de son identité retrouvait enfin un reflet. J'écoutais tout cela avec une émotion grandissante. Ce que je ressentais n'était pas de la culpabilité. J'avais vécu des années dans la douleur silencieuse, mais je savais que je n'étais pas responsable de sa disparition. Ce que je ressentais maintenant, c'était une forme de réparation. Comme si nos deux histoires, chacune incomplète à sa manière, trouvaient enfin un point de contact, une réconciliation possible entre ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être sauvé. Plus tard, dans l'après-midi, nous avons ressorti une vieille boîte où je gardais des papiers oubliés. Parmi les documents, il y avait quelques lettres, des carnets, des photos, et même le papier d'accueil temporaire d'Élise. Elle l'a lu lentement, comme si chaque mot avait un poids. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle m'a regardée et m'a demandé pourquoi je ne l'avais jamais recherché. J'ai hésité. Je lui ai dit que je ne savais pas par où commencer, que je n'avais aucun droit, aucun moyen légal, et surtout que j'avais eu peur. Peur de ne pas la retrouver, peur de réveiller une douleur insurmontable, peur qu'elle ait été effacée, ou pire, qu'elle m'ait oubliée. Elle a posé sa main sur la mienne et m'a simplement dit qu'elle me remerciait d'avoir essayé de la garder, que c'était cela qui comptait le plus pour elle. Savoir qu'elle avait été aimée sans condition, même pour un temps court, savoir qu'elle avait été désirée, choisie, attendue. Ces mots-là ont effacé des années de silence. Ce soir-là, en préparant le dîner ensemble, quelque chose avait changé. Elle connaissait déjà les tiroirs, elle anticipait mes gestes. Nous n'étions plus deux étrangères tentant de comprendre qui elles étaient, l'une pour l'autre. Nous étions deux personnes réunies par un fil ténu mais solide, une complicité fragile qui se tissait à chaque geste partagé. Je ne savais pas où tout cela allait nous mener, mais ce que je savais, c'est que cette maison n'était plus vide, et que pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais plus seule dans ma propre histoire. Le 25 décembre s'est levé sans bruit, dans une maison où le silence avait changé de nature. Ce n'était plus ce silence écrasant, celui qui pèse sur les épaules dès l'instant où l'on ouvre les yeux, quand l'absence est la seule présence qu'on ressent. Ce matin-là, il y avait une autre forme de calme, presque douce, celle qui précède les mots, celle qui laisse place à la respiration de quelqu'un d'autre. En entrant dans la cuisine, j'ai vu Élise déjà debout, accoudée à la fenêtre, un bol de café entre les mains, observant le jardin encore couvert de givre. Je l'ai saluée, et elle s'est tournée vers moi avec un sourire discret, comme si elle voulait préserver cette paix. Nous avons préparé un petit déjeuner simple, comme je l'avais toujours fait les matins de Noël. Sauf que cette fois, je n'étais pas seule à trancher le pain, ni à beurrer les tartines. Nous n'avons pas parlé de la veille, ni de la nuit, ni de tout ce qui nous liait soudainement à nouveau.
C'était un de ces moments où le silence valait mieux que toutes les phrases. Mais, même dans cette tranquillité, je sentais au fond de moi une tension sourde. Une part de moi attendait. Comme chaque année, j'avais cette minuscule espérance que l'un de mes enfants m'appellerait. Pas forcément pour venir, pas forcément pour s'excuser, mais au moins pour dire qu'il pensait à moi. Une voix, même distante, aurait suffi. Vers 10 heures, j'ai entendu la vibration du téléphone portable sur la commode de l'entrée. C'était un bruit familier, discret, presque insignifiant. Pourtant, il a fait résonner en moi un mélange d'excitation et de crainte. J'ai séché mes mains et je me suis précipitée vers l'appareil. Il y avait plusieurs messages, tous semblables. Des « Joyeux Noël, maman » envoyés à la chaîne, à la même heure, comme des gestes automatiques, mécaniques. Aucun appel, aucun mot personnalisé, aucune émotion dans ces quelques mots tapés rapidement entre 2 bouchées de dinde et un échange de cadeaux. Je suis restée debout, fixant l'écran, sentant mes yeux s'embuer malgré moi. Pas à cause du contenu des messages, mais à cause de ce qu'ils révélaient. L'absence n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Elle était là, dans ces vœux génériques, dans ces phrases qu'on pourrait envoyer à n'importe qui. Et surtout, elle était dans le silence qui suivait. Pas un seul de mes enfants ne m'avait demandé comment j'allais. Aucun n'avait pris le temps de m'appeler, même pour quelques minutes. J'étais leur mère, celle qui les avait élevés, protégés, aimés. Et j'étais devenue une formalité dans leur journée. J'ai reposé le téléphone sur la table sans rien dire. Je suis retournée dans la cuisine, mais Élise avait vu mon expression. Elle n'a rien dit tout de suite, respectant mon silence. Puis, au bout de quelques minutes, elle m'a demandé doucement « Tu espérais qu'il t'appelle, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de répondre autrement. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon bras. Son geste était simple, sans pitié, sans jugement. Puis elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Tu les aimes quand même ?» Sa question m'a transpercée. Pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle mettait en lumière quelque chose que je refusais d'admettre. Je me suis assise et j'ai pris une grande inspiration. « Oui », ai-je répondu, « je les aime. Je les aimerai toujours. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. » Elle a hoché la tête, comprenant tout sans que je n'aie besoin d'en dire davantage. Elle m'a dit que, pendant des années, elle avait cherché ce genre d'amour, ce lien qui ne se rompt pas, même lorsqu'il n'est pas réciproque. Et qu'en me retrouvant, elle avait enfin compris ce que cela signifiait. « Tu leur as donné tout ce que tu pouvais », a-t-elle ajouté. « Ce n'est pas toi qui as failli. » Ces mots m'ont soulagée, mais aussi bouleversée. Entendre cela de la part de quelqu'un que je n'avais pas pu élever, que je n'avais pas pu voir grandir, mais qui avait ressenti malgré tout ce lien entre nous, c'était presque irréel. Elle, qui n'était pas revenue pour me demander des comptes ou réclamer un passé impossible, mais simplement pour me dire qu'elle existait encore et qu'elle avait besoin de comprendre. Nous avons passé le reste de la journée dans une simplicité douce. Nous avons cuisiné ensemble un repas improvisé, rien de festif. Juste un plat chaud partagé dans une atmosphère paisible. Nous avons mis de la musique, pas trop fort. De vieux vinyles qui tournaient sur la platine de mon mari. Elle a reconnu quelques morceaux. Elle a ri en disant qu'elle aimait ces sons anciens, un peu rugueux, mais vrais. Nous avons mangé en silence, parfois ponctués de quelques souvenirs, de rires discrets, de regards qui disaient plus que des mots. L'après-midi, nous avons feuilleté un album de photos. Des images de mes enfants, petits, des anniversaires, des vacances. Elle regardait sans amertume, avec une curiosité sincère. À un moment, elle a pris une photo entre ses doigts, une image où l'on me voyait beaucoup plus jeune, en train de tenir un bébé. Ce n'était pas l'un de mes enfants, c'était elle. J'avais oublié cette photo. Elle avait été prise un jour, sans doute par mon mari, alors qu'elle dormait dans mes bras. Élise a regardé l'image longuement, les yeux brillants. « C'est moi ?» a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé, incapable de parler. Elle a gardé la photo avec elle pendant un long moment, comme si elle cherchait à se reconnaître,
à retrouver quelque chose de cette tendresse figée dans le temps. Puis, elle m'a dit que, même si elle n'avait aucun souvenir de ces mois passés chez moi, quelque chose en elle avait toujours su qu'elle avait été bien, qu'elle avait été en sécurité. C'était une intuition profonde, un ancrage qu'elle avait ressenti dans son enfance, sans pouvoir l'expliquer. Ce Noël que je redoutais tant s'est transformé peu à peu en un moment d'une beauté inattendue. Non parce qu'il avait été joyeux, bruyant ou festif, mais parce qu'il m'avait ramené quelqu'un que je croyais perdu à jamais. Et parce qu'il m'avait montré que l'amour, le vrai, celui qu'on donne sans condition, sans attendre de retour, finit par laisser une trace quelque part. Même s'il faut 50 ans pour la retrouver. Même si ceux qu'on a aimés oublient de vous appeler. Parce qu'au fond, ce que j'avais donné à Élise, même brièvement, avait traversé le temps pour revenir vers moi. Et ce cadeau-là valait plus que tous les messages envoyés sans âme. Le lendemain matin, alors que le ciel était encore d'un gris sourd et que les volets laissaient filtrer une lumière pâle, nous étions toutes les deux dans le salon, les mains occupées, à trier de vieux papiers. J'avais proposé à Élise d'ouvrir avec moi une vieille malle en bois qui dormait dans le grenier depuis des années, contenant des choses que je n'avais pas osé regarder depuis longtemps. C'était une boîte de souvenirs figée dans le temps, remplie de lettres, de cartes postales, de papiers administratifs, de petits objets qui n'avaient de valeur que pour celui qui en connaissait l'histoire. Je ne savais pas exactement ce que nous y trouverions, mais je sentais que c'était le bon moment, que tout ce que nous vivions méritait d'être prolongé, approfondi, rendu tangible. Assise par terre, sur le vieux tapis élimé, nous avons sorti les choses une à une. Il y avait des documents liés à la maison, des reçus oubliés, de vieilles photos de mes enfants. Et parmi tout cela, une enveloppe jaunie par les années, sans timbre, sans adresse, avec simplement inscrit « Dossier Élise, à ne pas jeter ». Mes mains ont tremblé en la prenant. Je l'avais complètement oubliée. C'était une enveloppe que j'avais glissée là, il y a plus de 50 ans, sans doute dans un moment de douleur, incapable de la détruire, mais ne sachant pas non plus quoi en faire. En l'ouvrant, j'ai découvert des photocopies de formulaires d'accueil, une lettre que j'avais rédigée à l'époque aux services sociaux, et une photo, une seule photo, une que je n'avais pas vue depuis une éternité. Sur l'image, j'étais assise sur le canapé du salon, un bébé dans les bras, enveloppé dans une couverture blanche. Elle, Élise, c'était elle, ses petits doigts agrippés à mon gilet, son regard tourné vers moi, encore flou à cet âge mais déjà profond. Je ne me souvenais plus que cette photo avait été prise. C'était probablement mon mari ou un de nos amis, à un moment de complicité fugace. Je lui ai tendu l'image sans un mot. Elle l'a regardée longuement, sans parler, comme si elle avait peur de briser quelque chose, rien qu'en respirant trop fort. Elle a touché le papier du bout des doigts, puis elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle m'a raconté quelque chose que je ne savais pas. Avant que sa mère adoptive ne meure, elle lui avait remis cette photo. Elle lui avait dit qu'elle l'avait gardée cachée pendant des années, de peur qu'on lui demande des comptes ou qu'on remette en cause sa légitimité à l'avoir élevée. Sur son lit d'hôpital, cette femme avait glissé la photo dans la main d'Élise et lui avait dit « Tu viens d'un endroit où on t'a aimé. » Rien de plus. Pas de nom, pas de date, pas d'explication. Juste cette phrase, simple, comme une dernière tentative de vérité. Élise a regardé à nouveau l'image. « Maintenant, je sais que c'était vrai », a-t-elle murmuré. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas non plus. Elle était simplement là, face à cette preuve muette d'un amour qu'elle n'avait jamais pu nommer jusque-là. Je me suis sentie traversée par un mélange violent de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout ce temps perdu, pour ces années où elle avait grandi avec si peu de réponses. Soulagement parce qu'elle savait maintenant. Et parce que cette image prouvait que tout ce que je lui avais dit n'était pas qu'un souvenir flou, mais une réalité. Nous avons continué à fouiller dans les papiers. Parmi eux, nous avons retrouvé une lettre non envoyée que j'avais écrite après son départ. Elle était adressée à personne, peut-être à elle, peut-être à moi-même. J'y parlais de mon incompréhension, de ma colère, de ma douleur de ne pas avoir eu le droit de choisir.
J'y disais aussi que je ne voulais pas l'oublier, que je ne le pouvais pas. Elle a lu la lettre en silence, puis elle m'a demandé si elle pouvait la garder. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes restés là, assises sur le sol, entourées de ces fragments de passé qui reprenaient sens peu à peu. Chaque document, chaque mot retrouvé, était une pierre ajoutée à ce pont fragile que nous étions en train de reconstruire. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas une réconciliation dramatique, avec des larmes et des cris. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme. Une compréhension silencieuse entre deux êtres qui n'avaient pas eu la chance de se connaître, mais qui, malgré tout, avaient toujours été liés. Le reste de la journée s'est déroulé dans cette même atmosphère étrange, mêlée de douceur et de gravité. Nous avons trié encore quelques affaires, rangé les documents importants, mis de côté ceux qu'elle voulait emporter avec elle. J'avais proposé qu'elle reste encore quelques jours, et elle n'avait pas refusé. Nous n'avions pas fixé de date, pas défini de programme. Nous nous laissions porter par le besoin de réparer, autant que possible, ce qui pouvait l'être. Le soir venu, alors que nous dînions simplement, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Je sais que tu n'as pas pu me chercher. Je ne t'en veux pas, mais je suis heureuse d'être venue. » J'ai senti mes yeux se remplir, mais je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Il n'y avait que ce moment, suspendu, fragile, mais vrai. Et cette certitude que, malgré toutes les blessures, malgré toutes les cicatrices, la vérité finit toujours par trouver son chemin. Parfois par une photo, parfois par une lettre, parfois par une main posée sur la vôtre au moment exact où vous pensiez que plus rien ne pourrait être reconstruit. Les jours suivants se sont déroulés avec une lenteur apaisante, comme si le temps avait décidé de suspendre sa marche pour nous laisser un peu de répit. Élise avait accepté de rester, sans fixer de durée, comme si elle-même avait besoin de cette pause dans sa vie pour comprendre ce qu'elle venait de retrouver. La maison n'avait jamais été aussi vivante, et pourtant, nous ne faisions rien d'extraordinaire. Ce n'étaient pas les activités ou les paroles qui rendaient fin à ces journées précieuses, mais ce que chacune d'elles réparait en silence. Il y avait quelque chose de nouveau entre nous, une familiarité qui se tissait, patiente, discrète, mais réelle. Un matin, après le petit déjeuner, elle m'a demandé si elle pouvait m'aider à organiser les papiers anciens que nous avions laissés sur la table du salon. J'ai accepté volontiers. Cela faisait des années que je reportais cette tâche. Ensemble, nous avons sorti des chemises poussiéreuses, des carnets à moitié remplis, des photos encore éparpillées. Parmi tout cela, Élise est tombée sur un document plié en 4, jauni, presque effacé par le temps. Elle l'a ouvert doucement et a reconnu tout de suite les mots. Accueil provisoire, foyer, Claire Moreau, année 1972. Elle s'est arrêtée de respirer un instant. Je l'ai regardée en silence. Ce n'était pas nouveau pour moi, mais pour elle, c'était une confirmation écrite que ce que nous vivions n'était pas une simple impression ou une reconstruction mentale. Elle a relu chaque ligne attentivement. Le document mentionnait la durée de l'accueil, mon engagement à m'occuper d'elle, les conditions imposées par les services sociaux, les coordonnées du bureau d'enfance et famille. Rien de très personnel, mais tout était là, noir sur blanc. Mon nom, le sien, ou plutôt son prénom, car aucun nom de famille ne figurait à l'époque. Lorsqu'elle a terminé, elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Elle avait dans les yeux une reconnaissance qui n'avait rien de spectaculaire. Ce n'était pas un merci banal, ni un excès d'émotion. C'était une certitude profonde. Elle savait enfin qu'elle n'avait pas été abandonnée à ce moment-là, qu'elle avait été accueillie avec sérieux, avec amour, avec un désir sincère d'être protégée. Je lui ai raconté comment j'avais vécu cette période, ce que je ressentais à chaque fois que je la portais dans mes bras, à chaque nuit passée à la consoler, à chaque sourire échangé. Je lui ai dit que malgré l'incertitude, malgré la précarité de cette situation, je m'étais engagée de tout mon cœur, que je n'avais jamais fait de différence entre elle et mes autres enfants pendant le temps qu'elle avait passé sous mon toit. Je lui ai dit aussi à quel point son départ avait été un arrachement, une injustice imposée contre laquelle je n'avais eu aucun recours. Elle m'écoutait sans m'interrompre,
les mains posées sur le document comme pour en absorber la mémoire. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves. Elle m'a dit qu'en lisant ces mots, elle avait l'impression de recevoir enfin un fragment de son histoire qu'on lui avait toujours refusé. Ce n'était pas un conte, ce n'était pas enjolivé. C'était une page administrative. Mais pour elle, c'était un acte d'amour. Elle m'a dit qu'elle avait grandi en pensant qu'elle n'avait pas de racines. Mais ce papier, ce simple formulaire oublié dans un tiroir, était devenu pour elle une racine bien plus solide que tous les discours entendus durant sa vie. Nous avons continué à trier les affaires ensemble, et plus nous avancions, plus nous découvrions des objets qui faisaient surgir des souvenirs. Elle s'est mise à noter certaines dates, certains noms, à recopier des extraits de lettres. Elle voulait construire une chronologie, pas pour se rassurer, mais pour comprendre. Chaque nom, chaque lieu mentionné dans les documents, chaque référence, tout prenait désormais une importance nouvelle. C'était comme si elle reconstruisait son identité, pièce par pièce, à partir de ce que la vie lui avait refusé trop longtemps. Je lui ai montré un petit carnet où je notais à l'époque des choses anodines, menus, dépenses du mois, horaires de sieste. Mais au fil des pages, on trouvait aussi des mentions comme « bain pour la petite »,« fièvre dans la nuit » ou encore « premier éclat de rire ». Elle l'a lu lentement, parfois à voix haute. C'était comme découvrir un journal intime qu'on n'a jamais su qu'on avait. Elle s'est arrêtée à une note datée d'un soir de janvier. Elle s'est endormie contre moi, comme si elle savait que j'étais là pour elle. Elle m'a regardée et a simplement murmuré « Je le savais ». Ce soir-là, nous avons dîné plus tard. Elle avait passé l'après-midi à écrire. Elle notait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle apprenait, ce qu'elle voulait garder. Ce n'était pas un journal, pas un témoignage. C'était pour elle seule, un moyen de fixer tout ce qui, pendant tant d'années, avait été flou. Je la regardais de temps en temps, assise à la table, concentrée, la main allant et venant sur la feuille. Et je me disais que si je n'avais pas pu lui offrir une enfance complète, au moins je pouvais lui offrir maintenant un espace pour reconstruire, à sa manière, avec ses mots. Quand elle a fermé son cahier, elle est venue s'asseoir à côté de moi, sur le canapé. Nous n'avons pas parlé tout de suite. La télévision était allumée, mais nous ne regardions pas vraiment. C'était le fond sonore d'une intimité nouvelle. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu sais, il y a des douleurs qu'on croit devoir porter seule toute sa vie. Et puis, un jour, on découvre qu'elles ont été partagées sans qu'on le sache. » J'ai posé ma main sur la sienne. Nous n'avions pas besoin de parler davantage. La douleur ne s'en va pas toujours. Mais parfois, elle trouve un endroit où se déposer. Un regard, un mot, un silence partagé. Ce Noël qui avait commencé dans la solitude la plus froide devenait, au fil des jours, un foyer où la douleur trouvait enfin un accueil. Pas pour disparaître, mais pour être comprise, acceptée et doucement apaisée. Le 28 décembre s'est levé comme un matin ordinaire, mais je sentais, en préparant le café, que quelque chose planait dans l'air. Élise était encore à l'étage, et le silence de la maison, que j'avais appris à connaître trop bien depuis des années, ne me pesait plus. Il avait une autre qualité, presque légère, comme une respiration calme avant une décision. En versant de l'eau chaude sur les feuilles de thé, je me suis surprise à repenser à la façon dont sa présence avait lentement transformé mon quotidien. Sans grandes annonces, sans promesses, elle s'était glissée dans ma vie, comme si elle y avait toujours eu sa place. Quand elle est descendue, elle portait le pull beige que je lui avais prêté. Ses cheveux étaient encore humides, et son regard semblait à la fois déterminé et fragile. Nous avons pris notre petit déjeuner sans précipitation. Elle observait parfois la fenêtre, le jardin, les arbres nus. Je savais qu'elle pensait à quelque chose d'important, mais je ne l'ai pas pressée. Elle finirait par parler quand elle serait prête. Et elle l'a fait, en posant sa tasse, d'une voix calme. « Claire, j'ai annulé mon billet de retour. » Elle n'a pas cherché à prolonger la phrase. Elle m'a regardée, attendant ma réaction. Je suis restée immobile un instant, absorbant la nouvelle. Ce n'était pas un geste anodin. Ce n'était pas une simple prolongation de séjour. C'était une décision, un pas vers quelque chose de plus grand.
Je lui ai demandé sans émotion apparente « Tu es sûre ?» Elle a acquiescé. Puis, elle a ajouté « J'ai réfléchi. » Et je me suis rendu compte que continuer ma vie comme elle était n'a plus de sens. Je suis fatiguée de me sentir déplacée partout. Ici, pour la première fois, je me sens à ma place. Si tu veux bien, je resterai. J'ai posé ma main sur la sienne. J'aurais voulu lui dire tant de choses à cet instant. Mais les mots me manquaient. Ce n'était pas de la joie exubérante, ni une explosion d'émotions. C'était quelque chose de plus profond, de plus enraciné. Une reconnaissance silencieuse. Elle ne revenait pas vers moi comme une enfant qui retrouve une mère. Elle venait comme une femme qui choisit de renouer un lien, de construire à partir des ruines de l'absence. Et cela, pour moi, valait plus que tout. Ce jour-là, nous avons passé du temps à réorganiser les pièces. Elle voulait s'installer pour de vrai. Elle a déplacé quelques affaires dans la chambre d'amis, rangé ses vêtements dans l'armoire que je n'ouvrais plus depuis des années. Elle m'a proposé de réaménager l'étagère du salon, de réparer la porte du placard qui grinçait depuis des mois. Rien de spectaculaire, juste des gestes de quotidien, mais chargés de sens. Chaque action confirmait son intention. Elle n'était plus de passage. Elle s'inscrivait dans ma vie. En début d'après-midi, nous avons pris le temps de discuter davantage. Elle m'a parlé de son travail, de la ville où elle vivait, des gens qu'elle fréquentait. Rien ne la retenait vraiment, m'a-t-elle confié. Elle avait passé des années à bouger, à changer de ville, à essayer de s'adapter, sans jamais trouver sa place. Elle avait toujours eu cette sensation d'être en transit, comme si la vie des autres l'entourait, sans jamais vraiment l'inclure. Et puis, en arrivant ici, quelque chose s'était aligné. Ce n'était pas le confort, ni le lieu, ni même la nostalgie. C'était moi, mon regard, ma façon de l'écouter, les silences partagés. Elle avait senti pour la première fois qu'elle pouvait exister sans devoir prouver quoi que ce soit. Je l'écoutais, bouleversée intérieurement, mais calme à l'extérieur. Je comprenais ce qu'elle disait. Moi aussi, je m'étais souvent sentie de trop dans la vie de mes propres enfants. Présente, mais jamais centrale. Aimée, peut-être, mais de loin. Comme si j'étais devenue un élément de décor dans leur quotidien. Élise, en revanche, m'avait regardée avec une intensité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Comme si j'étais une personne à part entière, avec une histoire, des douleurs, une place. Plus tard, alors que nous étions en train de préparer le dîner ensemble, elle s'est arrêtée au milieu de la cuisine, un torchon à la main. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu sais, je ne viens pas pour m'occuper de toi comme une obligation. Ce n'est pas une dette, ni un devoir. C'est un choix. Peut-être qu'on ne pourra pas rattraper le temps perdu, mais on peut faire quelque chose de nouveau. Une autre histoire, si tu veux bien. » Je suis restée figée un moment. Cette proposition, si simple en apparence, était en réalité un bouleversement profond. Elle ne venait pas occuper un vide. Elle venait écrire quelque chose de neuf, avec moi. Le soir venu, je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Nous avons regardé un film ancien à la télévision, partagé une part de tarte aux pommes, puis elle est montée dans sa chambre, en me souhaitant bonne nuit, comme si ce geste avait toujours fait partie de notre vie. J'ai éteint les lumières du salon, vérifié les serrures, puis je suis restée un moment assise dans le noir, écoutant les bruits de la maison. Elle était là, dans l'autre pièce, une présence pleine, paisible, choisie. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réserverait. Je ne savais pas si cette cohabitation durerait des semaines, des mois ou plus. Mais je savais que quelque chose d'irréversible avait été amorcé. Elle ne venait pas réparer une blessure en surface. Elle venait poser un acte d'engagement, de confiance. Et moi, à mon âge, je recevais ce cadeau comme une seconde chance. Non pas de revivre le passé, mais de vivre enfin un présent habité. Ce que je ressentais ce soir-là, dans la simplicité de cette journée, c'était quelque chose que je n'avais plus connu depuis très longtemps. La sensation d'être regardée comme une personne digne d'amour, non pas à cause de ce que j'avais donné, mais pour ce que j'étais encore capable d'être. Une mère, une femme, un point d'ancrage. Et elle, Élise, venait non pas chercher un refuge, mais proposer une vie, ensemble.
Les jours ont continué à s'écouler avec une régularité douce, presque silencieuse, comme si la maison elle-même s'habituait à cette nouvelle routine. Rien n'était spectaculaire, et pourtant, tout avait changé. Élise n'était plus une visiteuse. Elle se levait tôt, ouvrait les volets avant moi, préparait le café sans rien dire, comme si ses gestes faisaient depuis toujours partie de notre quotidien partagé. Il y avait une forme de tendresse discrète dans sa manière d'habiter la maison, dans ses silences pleins d'attention, dans la manière dont elle effleurait les objets, en les rangeant, comme pour en absorber l'histoire. Chaque matin, elle allait faire une promenade dans le village pendant que je m'occupais de quelques tâches ménagères. Elle revenait toujours avec quelque chose à raconter. Un chien qui l'avait suivie, une fenêtre décorée avec soin, un marchand de légumes qui lui avait souri. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle observait, apprenait les habitudes du lieu, s'imprégnait de cette vie simple que je menais depuis si longtemps. Elle s'intéressait à tout, sans insistance. Elle me demandait les noms des voisins, les anecdotes du village, les changements que les années avaient apportés. Je répondais comme je pouvais, étonnée de découvrir combien j'avais à dire, combien j'avais encore de souvenirs à transmettre. La maison n'avait pas connu autant de mouvements depuis des années. Ensemble, nous avons réorganisé quelques pièces. Rien de radical. Juste des ajustements qui rendaient les choses plus pratiques, plus fluides. Elle a nettoyé le vieux placard de l'entrée, trié les manteaux, déplacé les chaussures. Elle a proposé de rafraîchir les rideaux de la cuisine, de réparer la lampe de chevet qui clignotait depuis des mois. Des petites choses, des détails. Mais chaque geste contribuait à réécrire notre espace de vie. Ce n'était plus seulement ma maison, c'était en train de devenir la nôtre. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes du jardin, je l'ai observée par la fenêtre. Il y avait dans ses gestes une forme d'aisance, de naturel, que je n'aurais pas imaginé si tôt. Elle connaissait déjà les coins du jardin, les pots à déplacer selon la lumière, les rosiers qu'il fallait tailler. Je n'avais pas eu besoin de lui montrer. Elle avait simplement appris, en regardant, en touchant, en partageant les tâches, sans faire de bruit. Ce jour-là, elle a trouvé un vieux arrosoir rouillé sous l'abri du bois. Elle l'a nettoyé, l'a fait briller et me l'a tendu comme si c'était un trésor retrouvé. Je l'ai pris sans un mot, émue par la simplicité du geste. Nous avons aussi cuisiné ensemble plusieurs fois. Ce n'était pas pour fêter quelque chose, ni pour impressionner qui que ce soit. Juste pour le plaisir de faire à deux. Elle voulait apprendre mes recettes, celles que je faisais les jours froids, celles que mes enfants réclamaient quand ils étaient pas petits. Elle notait tout dans un cahier, posait des questions précises, goûtait avec sérieux. Elle riait parfois quand elle ratait un assaisonnement, et je la corrigeais sans moquerie. Nous partagions la farine, les ustensiles, les souvenirs. Dans ces moments-là, je retrouvais une part de moi que j'avais oubliée, celle qui aimait transmettre, montrer, partager. Celle qui avait été mise de côté, peu à peu, au fil du temps. Des absences, des silences imposés par la vie. Un matin, alors qu'elle bricolait une étagère dans le salon, je lui ai demandé d'où elle tenait ce goût pour les choses manuelles. Elle m'a répondu qu'elle n'en savait rien, qu'elle avait toujours eu envie de comprendre comment les choses fonctionnaient, de réparer ce qui était cassé. Peut-être parce qu'elle avait elle-même passé sa vie à recoller les morceaux, à tenter de donner du sens à ce qu'elle ne comprenait pas. Ces mots m'ont touchée. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai su à ce moment précis que ce que nous construisions n'était pas une parenthèse. Ce n'était pas un refuge temporaire, c'était une vie. Dans le village, les gens ont commencé à remarquer sa présence. Certains ont demandé qui elle était. D'autres, plus curieux, ont osé des questions directes. Je répondais simplement qu'elle était une amie de la famille, venue passer quelque temps avec moi. Je n'avais pas besoin de me justifier. Je n'avais pas envie non plus d'expliquer ce que moi-même, j'étais encore en train de comprendre. Élise, de son côté, ne cherchait pas à se faire accepter. Elle saluait poliment, offrait des sourires sobres, évitait les bavardages inutiles. Elle n'avait rien à prouver. Elle avait juste besoin d'être là, à sa manière. Mes enfants, eux, n'ont pas appelé. Ils n'ont pas demandé qui elle était. Ils n'ont pas envoyé de message pour savoir comment je passais mes journées. Leur silence est resté entier.
implacable, presque absurde, face à tout ce que je vivais. Mais je n'en souffrais plus de la même façon. J'avais appris à faire de la place au réel, pas à l'attente. Et le réel, c'était elle, Élise, dans ma cuisine, dans mon salon, dans mon jardin, en train de vivre à mes côtés une forme de reconstruction, sans discours ni promesses. Un soir, nous étions assises sur la terrasse, bien couvertes, buvant une tisane sous un ciel clair et froid. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être revenue quelque part qu'elle n'avait jamais vraiment connu, que tout lui semblait à la fois nouveau et familier. Je n'ai rien répondu. Je savais ce qu'elle voulait dire. Il y a des lieux qui nous reconnaissent, avant même que nous les comprenions. Il y a des gestes, des odeurs, des sons, qui réveillent en nous des choses enfouies, qu'aucune parole ne peut vraiment décrire. Ce que nous partagions n'était pas une illusion. C'était une reconnaissance lente, solide, patiente. Une manière d'habiter enfin ce qui avait été perdu. Elle est restée dehors plus longtemps ce soir-là. Moi, je suis rentrée me coucher, le cœur plus léger. Je savais qu'elle allait bien. Je savais que je n'avais plus besoin d'espérer que quelqu'un vienne. Parce que quelqu'un était déjà là. Pas par devoir, pas par pitié, mais par choix. Et dans ce choix, il y avait toute la différence. Ce qui avait commencé comme un imprévu, un geste audacieux au cœur d'une nuit de Noël, était devenu, sans bruit, sans éclat, un foyer. Pas celui de mes souvenirs, mais un foyer vivant, présent, construit à deux. Le mois de janvier avait commencé dans un calme profond, comme si l'hiver lui-même avait compris qu'il devait laisser la place à ce que nous étions en train de bâtir. Les jours étaient courts, les matinées froides, les soirées silencieuses. Mais ce silence-là n'avait plus rien à voir avec celui qui régnait avant. Il ne portait ni absence ni attente. Il n'était plus vide, il était habité. La maison continuait d'être la même, avec ses tuiles anciennes, ses murs épais, ses meubles aux angles usés par le temps. Mais elle résonnait désormais autrement. Chaque pièce racontait une histoire en cours, non plus des souvenirs figés. Le présent y avait enfin sa place. Élise s'était totalement intégrée à mon quotidien. Elle connaissait les habitudes de la maison, les heures des repas, les tiroirs, les coins de lumière, les sons du bois dans la cheminée, les gestes que je faisais sans y penser. Elle s'y était glissée sans brusquer, sans revendiquer, avec une discrétion qui rendait sa présence essentielle. Nous ne parlions pas sans cesse, mais nous étions là, ensemble, chacune dans son rythme. Et cela suffisait à faire tenir le fil du jour. Je me réveillais souvent avant elle, mais certains matins, je la trouvais déjà assise à la table de la cuisine, un cahier ouvert, une tasse à moitié pleine à côté. Elle écrivait. Parfois, elle m'en lisait des passages. D'autres fois, elle refermait le cahier dès qu'elle me voyait arriver. Ce n'était pas un journal intime au sens traditionnel. C'était une manière pour elle de tracer les contours de cette vie nouvelle, de relier les fils de ce qu'elle redécouvrait ici. Elle notait des gestes, des sensations, des morceaux de mémoire qui revenaient lentement, des réflexions sur notre relation. Jamais de plainte, jamais de réclamation. Juste des mots posés, avec soin, comme on arrangerait un jardin. Un après-midi, en pliant du linge, elle s'est arrêtée devant une taie d'oreiller ancienne, brodée de mes initiales. Elle m'a demandé si je l'avais faite moi-même. Je lui ai raconté que c'était un cadeau de ma mère, pour mes noces. Ce genre de détail, insignifiant aux yeux d'un visiteur, prenait chez elle une valeur inattendue. Elle écoutait, notait mentalement, s'imprégnait de chaque petite histoire, comme si elle avait manqué un livre entier, et qu'elle cherchait à en reconstruire le contenu à partir de quelques pages retrouvées. Nos journées avaient trouvé un rythme. Une promenade après le déjeuner, une tisane le soir, parfois un film que nous ne finissions jamais. Il n'était plus question de cohabitation. Nous vivions ensemble. Elle n'était plus une étrangère, ni une invitée. Elle était ma fille, pas seulement dans un sens affectif ou symbolique, mais dans les gestes, dans les regards, dans la manière dont elle me disait « à tout à l'heure » en fermant la porte, ou « repose-toi un peu » quand elle sentait que j'avais trop marché. Elle avait compris mes silences, mes limites, mes douleurs physiques. Et moi, j'apprenais à lire les siennes,
à reconnaître ses fatigues, ses moments d'intériorité. Je repensais souvent aux années passées, à mes 5 enfants, à ceux que j'avais élevés, nourris, soignés, accompagnés vers l'âge adulte. Ils n'avaient pas disparu. Ils vivaient leur vie, comme ils l'entendaient. Mais leur absence n'était plus un trou béant. Elle s'était transformée. Je ne leur en voulais plus. Peut-être qu'ils n'étaient pas capables de voir ce que j'étais encore, de comprendre ce dont j'avais besoin. Peut-être qu'ils avaient appris à me voir comme une figure distante, une certitude immobile dans leur monde en mouvement. Mais moi, j'étais toujours là. Et j'avais encore de l'amour à donner. Élise, elle, l'avait vu. Elle était revenue sans promesse, sans garantie, avec seulement un nom, un souvenir vague et une lettre. Elle avait frappé à ma porte un soir, où tout semblait terminé. Elle avait choisi de venir. Et ce choix, jour après jour, s'était transformé en une réalité solide. Elle n'attendait rien. Elle ne cherchait pas une réparation. Elle ne voulait pas être soignée, ni couverte d'excuses. Elle voulait seulement être là, avec moi. Un soir, alors que nous dînions, elle a dit une phrase toute simple, sans emphase. « Tu sais, j'ai l'impression d'être rentrée chez moi. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce qu'elle exprimait, c'était l'évidence. Il n'y avait pas de place pour le doute. Ce n'était pas une illusion, pas une tentative de substitution. C'était un enracinement. Elle avait trouvé un espace où elle n'avait plus besoin de se justifier, de se cacher, de douter. Elle était à la maison. Et moi, à 76 ans, je recevais cela comme un cadeau que je n'attendais plus. Pas une faveur, pas une compensation. Un véritable cadeau. Une vie qui revient là où elle avait commencé. Une histoire qui ne s'était jamais vraiment terminée, mais qui avait simplement pris un détour trop long. Nous ne parlions plus du passé avec douleur. Nous en parlions avec une forme de reconnaissance. Ce que nous avions traversé avait été difficile, mais il nous avait menés jusqu'ici. Et ici, c'était un présent inattendu. Aujourd'hui, la maison est encore calme, mais c'est un calme habité. J'entends parfois Élise rire au téléphone avec une amie, ou fredonner une chanson en étendant le linge. Elle a même proposé de repeindre la petite chambre du fond, celle que je n'utilisais plus, pour y mettre un bureau, m'a-t-elle dit. Elle ne partira pas. Elle n'a pas dit ces mots, mais je les ai compris. Son ancrage ici est aussi profond que le mien. Nous avons trouvé l'une dans l'autre un espace où continuer. Pas pour réparer ce qui est cassé, mais pour construire autrement. Je ne sais pas ce que les mois à venir nous réservent. Je ne cherche pas à le savoir. Ce que je sais, c'est que le soir de Noël, quand la sonnette a retenti à minuit, ce n'était pas seulement une visite inattendue, c'était un appel. Non pas un miracle, mais une vérité qui revenait frapper doucement à la porte de ma vie. Et en ouvrant cette porte, j'ai reçu bien plus qu'une présence. J'ai retrouvé une part de moi-même. Élise est là. Elle marche dans le jardin. Elle remplit les armoires. Elle fait vivre cette maison. Et dans chacun de ses gestes, je retrouve un peu de ce que j'ai donné autrefois, sans rien attendre en retour. Ce Noël, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'il m'a offert avec retard ce que je croyais à jamais perdu. Une fille, une vraie, une présente, une choisie.